Ensemble, donc, ils vont nous parler du retour d'expérience du PSG sur l'intégration gagnante du self-care dans la relation client. Merci. Bonjour à tous, merci d'être là, merci d'être présent à cette conférence après 2 ans de Covid. Chaque année, on l'a reporté. J'ai la chance et l'honneur d'avoir avec moi Renaud Bondou, donc Head of Digital Business and CRM du Paris Saint-Germain. Merci Renaud. Avec plaisir. Bonjour à tous. Rapidement pour me présenter, je suis arrivé il y a 1 an dans les équipes du PSG sur les sujets digitaux et notamment de la relation client. Donc avec Jérémy, ça fait un petit moment qu'on travaille ensemble un petit peu sur tous les sujets de satisfaction client, recueil de données clients, etc. Et pour la petite histoire, voilà, ça fait la 3e fois qu'on travaille ensemble sur ce sujet. Et on va essayer aujourd'hui de vous expliquer les recettes qui nous ont accompagnés en tout cas dans notre transformation. Merci Renaud, merci pour cette petite présentation. Et donc, pour me présenter très rapidement, Jérémy, je suis président et cofondateur de Smart Tribune. Ça fait 10 ans qu'on travaille sur le digital et plus particulièrement le self-care. Je vais très rapidement présenter qui est Smart Tribune. Donc, on est un des leaders, sinon le leader français du self-service. On travaille avec plus de 150 clients. Il y en a plusieurs qui sont dans la salle. Merci en tout cas, c'est un honneur de vous recevoir là. On travaille donc sur toutes les problématiques de self-service avec 3 objectifs très forts de business, 3 objectifs business. Le premier, la réduction du volume de contact, où on va en quelques semaines, quelques mois, réussir à réduire de 20-40% le volume de contact. On va travailler aussi sur le taux de conversion, on va essayer de l'améliorer, enfin on va même réussir. Et ensuite, on va travailler aussi sur la satisfaction client. On est agnostique, on va travailler dans de très nombreux secteurs. On a coutume de dire de là où il y a des questions, nous avons les réponses. Et donc, pour très rapidement, on dessert environ 4 millions de réponses, un peu plus de 4 millions de réponses chaque mois en France et à l'international. Alors très rapidement, on est un éditeur de logiciels et aussi une agence de conseil où on va apporter notre expertise self-service. On va travailler sur 4 grands logiciels que sont la base de connaissances FAQ à destination des prospects ou des clients, la base de connaissances à destination des collaborateurs pour les aider dans leur travail quotidien, pour améliorer la durée moyenne de traitement ou encore pour améliorer l'onboarding. Et on va travailler aussi sur l'automatisation du service client avec du chatbot ou encore du push d'informations. Cette conférence va se dérouler en 4 grandes parties. Donc la première, on va revenir un petit peu sur les habitudes et comportements des consommateurs en 2022 à l'ère post-Covid. Du moins on espère. La deuxième partie, on verra comment on peut tirer parti de ces nouvelles habitudes, de ces nouveaux comportements en tant que marque, comment on va pouvoir capitaliser et tirer des bénéfices du self-care et de ces nouvelles habitudes. Et enfin, on verra comment intégrer le self-care dans une stratégie d'expérience dite globale où justement le self-service va pouvoir s'intégrer avec les autres canaux et comment on va construire de meilleures expériences pour les consommateurs, qu'ils soient des clients, des prospects ou des fans comme pour le PSG. Et enfin, on finira par une 4e partie, on reviendra sur très concrètement sur les résultats obtenus par le Paris Saint-Germain et avec un petit témoignage donc, de Renaud. Alors, très rapidement, pour un petit brin de contexte, mais qu'est-ce que le self-care ? Le self-care, c'est la pratique par laquelle on va donner la possibilité aux prospects, aux clients, aux collaborateurs d'effectuer des actions 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en toute autonomie, en passant notamment par un site web ou par une application mobile. Les acteurs qui se sont positionnés depuis très longtemps et qui ont même un petit peu amené ce nouveau paradigme qui est que l'autonomie client, c'est des acteurs comme Airbnb, Amazon, Uber, Netflix,
qui sont des acteurs qui sont reconnus pour leur relation client. Et pourtant, ils ont vraiment utilisé au maximum le self-service, justement, pour diminuer les questions à faible valeur ajoutée et plutôt laisser leur service client se concentrer sur les demandes à forte valeur ajoutée, les questions qui sont qui sont moins automatisables, donc les questions de recommandation, de conseils, ou encore les questions des clients qui vont résoudre un problème qui peut être spécifique. Voilà pour un petit brin de contexte. Donc on va revenir un petit peu justement en 2022 à cette ère post-Covid. On le sait tous, la crise du Covid a accéléré le comportement du digital, le comportement de l'autonomie. On a tous dû devenir beaucoup plus autonomes pendant notamment les premiers confinements, ou même de tous les confinements. On a tous adopté massivement le click and collect, la prise de rendez-vous en ligne, mais aussi on est devenu autonome. Pour beaucoup, on a appris à faire du pain, et on voit que l'autonomie est quelque chose d'ancré qui va se développer et qui continue de manière de plus en plus forte. On le voit que les consommateurs, à travers le chiffre de PwC, vont continuer à acheter massivement online, et c'est un comportement qu'il va falloir désormais adopter de nouveaux moyens de relation client, et le self-service en fait partie. On a affiché un petit graphe qui est directement en provenance de nos statistiques qu'on récolte, donc plusieurs millions de statistiques chaque mois, et montrer très concrètement qu'est-ce qui s'est passé avec nos clients, qu'est-ce qui s'est passé avec les services clients et les consommateurs. On voit que à l'aube du premier confinement, finalement, au moment où les services clients ne pouvaient pas être disponibles parce qu'on ne pouvait plus être en entreprise, les consommateurs, les utilisateurs se sont reportés sur le self-care, sur nos outils, sur les FAQ. Et on voit massivement cette augmentation avec environ, nous, on a desservi plus de 10 millions de questions rien qu'au mois d'avril 2020. Et donc, on voit que c'était très important. C'était le seul moyen de réponse pour beaucoup de consommateurs. Alors peut-être pour que ce soit parlant pour la suite, le contexte PSG à ce moment-là, je pense qu'on a tous été confrontés. Nous, savoir qu'on vend en 100% de nos produits en ligne, on vend très peu en billetterie physique, et on a pris la crise Covid de plein fouet avec tout ce que le secteur de la culture et du loisir a pris, c'est-à-dire les avoirs, les reports d'événements, etc. Et à ce moment-là, on est en pleine transformation des outils. Donc on est en plein appel d'offres, on a un service client qui est débordé, qui ne donne pas satisfaction. Si certains sont clients et qui ont essayé de nous joindre, je pense que ça a été catastrophique pendant cette période. On s'en est excusé plein de fois, mais malheureusement, on n'a pas pu prendre la vague comme on l'aurait souhaité. Et du coup, ça a été quelque chose de très central dans l'appel d'offres qu'on a mené. Il faut savoir que ce qu'on a essayé de mettre en place, c'est de transformer tous les outils de service client par l'omnicanalité et par le self-care, avec une volonté de rendre cette stratégie primordiale, centrale, et de faire en sorte que les utilisateurs essayent de trouver le réflexe de d'abord passer par les outils de self-care avant de nous contacter. Donc voilà un petit peu ce contexte-là, effectivement, et de par après les statistiques que vous allez voir sur la relation avec Smart Tribune et nous, il faut savoir qu'elle est dans ce qu'on pourrait appeler pas le post-Covid, mais en tout cas ce qui nous amène vers la sortie du Covid, sachant que tout ce qui était en amont, on s'est fait déboîter, quoi, comme beaucoup d'entre nous, quoi. Merci Renaud. Dans les petites statistiques importantes qu'on a souhaité relever, on a des consommateurs qui désormais veulent une information qui est immédiate, une réponse immédiate. On voit que en moyenne désormais ils attendent une réponse en moins de 76 secondes, c'est infime. On voit qu'ils ont adopté l'autonomie, et plus des 3/4 des internautes vont préférer résoudre leurs problèmes par eux-mêmes. Alors souvent, comment ils vont faire? Quel est le premier réflexe? C'est celui qu'on a tous adopté, c'est de taper notre question, notre problème dans Google, d'avoir ainsi un premier élément de réponse. Et un gros travail qu'on va faire au travers du self-care et du self-service de manière générale, finalement, c'est essayer de se positionner directement depuis Google et ainsi apporter cet élément de réponse.
Un chiffre très important aussi à mettre en avant, c'est qu'on a quasiment 2/3 des achats qui vont être effectués le soir, le week-end, en dehors des horaires du service client. Et finalement, on voit là tout l'intérêt de commencer à positionner des réponses automatisées. Je pense que notamment c'est un point très fort avec vous, le Paris Saint-Germain, où on a des gros flux de contacts à des moments clés, au moment des matchs. Je pense que c'est très fort pour vous de gérer à ce moment-là. C'est vrai que nous, on a cette saisonnalité, cette régularité dans la relation client. C'est difficile d'avoir un centre de contact qui prend les appels et qui est capable d'accueillir tous les pics que l'on peut avoir, notamment autour de la campagne d'abonnement ou sur les gros matchs de Ligue des Champions. Et en fait, on s'est aperçu que c'est impossible pour nous, parce qu'on imagine le PSG comme on va dire la grosse marmite avec tout plein de budget où on peut tout faire. Si je reprends les mots de mon boss, c'est qu'on est en fait une PME multi-activité, et donc on se doit d'être sur beaucoup de secteurs et d'être vraiment très transverse en fait dans la manière dont on va gérer le business. Sur la relation client, on n'échappe pas à ce besoin-là, ce qui fait que c'est difficile pour nous si on se dit qu'on doit accueillir 600 sollicitations par jour sur les pics de match ou sur les pics de campagne d'abonnement. On ne peut pas se dire qu'on doit maintenir ce seuil de 600 sollicitations par jour. Donc pour cela, en fait, on essaye de trouver un petit peu, on essaye de la jouer malin, le rapport des 80-20, on essaye de trouver quelles sont les quelques demandes qui représentent 80% des sollicitations pour les mettre à disposition des clients, pour qu'ils puissent rapidement trouver l'information sur notre plateforme ou ailleurs, parce que quelque part, nous, si on peut s'économiser du trafic sur notre plateforme pour répondre à une question, on prend, hein, ça fait de la performance en plus. Et donc, on a fait le choix d'essayer de trouver on va dire un flux moyen de sollicitation par l'externalisation des contacts et d'essayer d'y répondre massivement par le self-care. En revanche, on ne veut aussi pas se couper de la relation privilégiée qu'on peut avoir avec un appelant, une personne qui veut avoir, comme disait Jérémy, du conseil. On essaye de segmenter un petit peu nos bases, nos audiences en fonction des personnes, si elles sont abonnées, si elles sont prospects, si elles sont engagées avec la marque, pour essayer de temps à autre, quand on peut, accélérer la mise en relation avec un conseiller, pour essayer de changer un petit peu la relation et d'accueillir le conseil quand on a besoin de l'accueillir. C'est un petit peu le constat. Merci Renaud. Et enfin, le dernier point, c'est évidemment, Renaud en a parlé, expérience personnalisée. C'est une des recherches des consommateurs, c'est une des recherches des fans. Ce n'est pas la même chose quand on est un simple spectateur en match ou alors qu'on est un supporter dans le cadre du PSG. Et c'est toutes ces expériences qu'au travers le self-care, le self-service, on va essayer de répondre. Alors, dans le cadre de cette présentation, je me suis replongé dans les stats du site et j'ai été surpris, comme quoi je ne connais pas très bien mes stats, mais c'est qu'on n'avait que 50% de trafic mobile sur la partie marché primaire. Donc marché primaire, c'est tout ce qu'on vend en direct, parce qu'on a une plateforme de revente également où chacun peut acheter les places qui sont mises à disposition par nos fans qui ne souhaitent pas y assister. Et en fait, on s'est aperçu que sur le marché primaire, on était quasiment à 50-50, qui génère généralement assez peu de questions, parce que ce sont des gens qui sont habitués. En revanche, sur le marché secondaire, on atteint pas des sommets, mais des statistiques beaucoup plus classiques, avec 75% de trafic mobile, voire 80%, sur toute une communauté ou sur toute une audience qui consomme généralement pour la première fois. Et donc, tout l'enjeu, c'est d'être présent bien sûr, sur le mobile, ça paraît évident. Et sur tous les autres canaux de communication qu'on peut avoir. Mais effectivement, j'ai été surpris de voir que sur le marché primaire, on était à 50-50, parce que sur nos mises en vente, on est principalement sur des horaires de bureau. On a tenté d'expliquer ceci comme cela. Donc voilà un petit peu la différence entre marché primaire et marché secondaire nous concernant. Merci. En tout cas, de notre côté, à Smart Tribune, sur le travail avec nos 150 clients, en 2 ans, c'est plus de 20 points d'utilisation sur le mobile. On voit qu'il y a une forte augmentation et désormais, on est en moyenne à environ 70% des accès aux questions et aux réponses chez nos clients qui proviennent directement sur le mobile. Renaud, je vais te repasser un peu la main. Est-ce que justement, dans les comportements nouveaux que vous avez observés au PSG, alors ça, c'est sûr que ça fait 1 an que tu n'étais pas avant l'ère post-Covid, mais... Et puis je crois que j'ai déjà répondu, je fais plus ce que j'ai à dire. Non, mais c'est vrai que ce qu'on a essayé de mettre en place, Jérémy en a un peu parlé sur la partie pure player.
effectivement, on se revendique un petit peu comme ça, c'est-à-dire qu'on a 0 distributeur en fait sur la partie billetterie, à l'inverse d'autres produits, typiquement les visites au stade qu'on est en train d'internaliser ou le programme de fidélité. On pourrait s'appuyer sur des distributeurs. Aujourd'hui, sur la partie billetterie, on fait le prix, on le vend et on est capable d'assurer le service client derrière. Donc effectivement, ce on a constaté de par la transformation des outils, c'était que donc il n'y a pas que Smart Tribune, hein, nous on est équipé avec Freshdesk également sur la partie omnicanalité. Avant tous ces outils-là, on n'était vraiment pas du tout capé pour accueillir toutes les demandes et en fait on s'est aperçu que quoi de plus que le Covid pour identifier les faiblesses d'un écosystème. Donc nous, de manière assez humble, on a essayé d'essayer d'observer les comportements, de se dire à quel moment les gens souhaitent avoir une mise en relation avec le service client et comment on essaye petit à petit d'essayer de réduire le centre de contact en essayant de proposer via des outils un petit peu malins et via des bons positionnements dans le parcours de vente, des aides en fait à la transaction. Et ce qu'on a constaté, c'est que de manière assez drastique, ça a réduit les sollicitations. Ça peut engendrer dans un premier temps un petit peu de frustration, mais avec le recul, on s'aperçoit que la frustration diminue avec le temps, puisque nous, en fait, on s'améliore dans la manière dont on vient construire nos questions-réponses, et on s'améliore aussi dans la manière dont on vient les proposer dans le parcours de vente. De manière assez simple, hein, quand on fait un projet de manière agile, on le déploie un tout petit endroit au début, puis petit à petit, on vient essayer, en fonction des cas d'usage, en fonction des habitudes de comportement, essayer de diversifier ces cas contacts. Donc voilà un petit peu ce qu'on a constaté. Effectivement, je l'ai déjà dit, mais la partie du mobile, effectivement, était assez présente sur le second marché et pas sur le premier. Donc c'est la première. J'ai été le premier choqué sur ce point-là, mais bon voilà. Comme quoi, il y a encore des gens qui consultent sur desktop et qui achètent. Et tu as fait parfaitement la transition justement sur l'opportunité pour les marques, pour le self-care. Il faut savoir que ce qu'on a constaté, c'est que les requêtes clients qui étaient adressées aux entreprises ont été multipliées par 10 en 12 ans. Donc finalement, ça devient relativement compliqué à gérer pour les entreprises. Alors souvent, c'est des requêtes relativement simples, hein, suivant son secteur. Quand on est dans l'e-commerce, quels sont les délais de livraison. Quand on est l'énergie, comment effectuer mon relevé de compteur. Finalement, c'est des questions assez simples, mais sur lesquelles on va pouvoir les automatiser. En moyenne, ce qu'on constate, c'est que 70% des questions qui sont adressées à un service client sont automatisables et sur lesquelles justement le self-care va pouvoir travailler et permettre notamment au service client de se concentrer sur les autres demandes, celles qui sont moins automatisables. Alors, comment on va travailler d'un point de vue self-care et comment on va identifier des objectifs business? On va évidemment repartir du volume de contact avec un objectif d'estimer le volume de contact sur 3 ans. On va ensuite déterminer les motifs de contact sur lesquels qu'on peut automatiser. Donc, ce qu'on a dit, plutôt des questions relativement simples, même si on peut commencer à travailler aussi sur du niveau 2 avec du chatbot ou autre. Et ensuite, on va faire un calcul des économies réalisées en positionnant le nombre de contacts qu'on va pouvoir baisser tout simplement sur le coût du self-care. Derrière, on va pouvoir travailler notamment sur le désengorgement du service client, notamment quand on a des pics. Donc pour le Paris Saint-Germain, sur des pics en match ou sur des moments un peu clés de l'événementiel. Quand on va être dans l'e-commerce, on va vraiment travailler sur le désengorgement tout au long du parcours pour permettre aux conseillers clients de se concentrer sur les demandes à forte valeur ajoutée, celles qui vont récupérer un client ou finir une vente. Et on va aussi permettre justement à travers cette réduction d'automatiser les demandes de niveau 1. Ça va permettre à des clients comme des clients de Smart Tribune, de réduire entre 50 et 70% soit leur taux de contact, soit carrément les questions simples et les appels entrants. Alors, je ne sais plus si tu en parles après, mais c'est vrai que nous, quelque chose qu'on a identifié quand on imagine le service client, on s'imagine souvent le service après-vente, une fois qu'on a consommé, une fois qu'on a acheté.
j'en sais rien, je ne suis pas rentré au stade avec mon match, pardon, avec mon billet. En fait, ce qu'on a réussi à identifier, ça peut paraître banal, mais en tout cas pour nous, moi c'était assez loin, c'est la capacité effectivement à accélérer le business et la capacité à faciliter l'achat. Alors effectivement, on l'a... Parfait. Et en fait, pour cela, alors, il y a l'outil effectivement qui aide et qui permet d'identifier, selon certains KPI, selon certains use cases, des habitudes de consommation. Mais là où j'attire votre attention, c'est aussi la capacité à avoir les ressources en interne capables de piloter ces outils. Souvent, on se fait des marchés avec des outils qui nous promettent beaucoup de choses, mais la vraie question, c'est qu'est-ce que ça nous coûte à nous, clients, comme ressources humaines à y apporter. Et donc, on a eu la chance, nous, dans notre transformation, d'avoir... En fait, on avait 2 agents en interne qui étaient en lien avec les plateformes de relations clients. Et sur ces 2 agents qui ont vraiment opéré la relation client de manière assez simple via les canaux de communication, on en a une des 2 qui a démissionné, qu'on a pu remplacer par une personne plutôt sur les outils. Et en fait, on espère que c'est quelque chose qui va porter ses fruits, puisqu'aujourd'hui, on a, dans l'appel d'offres, on a fait un petit peu un état des lieux de la plateforme telle qu'elle est aujourd'hui. Mais surtout, ce qu'on espère, c'est la faire évoluer, la rendre agile, et que les KPI que peuvent nous remonter les plateformes, alors Smart Tribune ou tout le reste de l'écosystème, être capable de tirer les bonnes conclusions pour pouvoir améliorer que ce soit l'expérience fan ou l'expérience post-achat. Merci Renaud. Comme tu l'as dit, on pense souvent le self-care ou le self-service vraiment post-achat, mais on peut le penser aussi pendant l'achat. Et on voit que le self-service, en apportant des réponses 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pendant le parcours d'achat, vont éliminer toutes les questions qui pourraient arrêter l'achat. Et notamment, comme on l'a dit, en dehors des horaires du service client, lorsqu'on fait son achat à 21h devant la télé, c'est intéressant à ce moment-là, si on a une question concernant la livraison, concernant l'assurance, concernant la réception, en tout cas des billets, d'avoir des premiers éléments de réponse. Et tout le travail, tout l'enjeu va être de bien réfléchir ces parcours et de positionner au bon moment la bonne question et la bonne réponse à adresser au client. C'est ce qu'on a fait avec Nature et Découverte, c'est ce qu'on fait avec Vattenfall, c'est ce qu'on fait avec un acteur de l'achat d'automobiles sur Internet. Et là, on voit qu'on est sur un achat qui va être plutôt engageant, massif, une voiture. Et ce qu'on va voir, c'est que les internautes qui veulent acheter, qui sont dans une réflexion, vont passer beaucoup de temps à lire les réponses qui sont directement dans la FAQ ou dans le parcours, parce qu'ils ont besoin d'être rassurés, parce qu'ils vont s'engager très fortement. Et donc, à ce moment-là, le self-care, le self-service peut avoir des vrais apports. Enfin, et c'est peut-être un des enjeux le plus important, on voit que les habitudes des consommateurs ont beaucoup changé. Et finalement, désormais, leur premier réflexe, comme on l'a dit, c'est de faire par eux-mêmes, c'est de taper sur Google. Et finalement, la satisfaction, on voit que dans les parcours self-care, le mélange d'un parcours self-care ou ensuite qui va faire décrocher un appel ou autre, ont des parcours qui vont générer plus de satisfaction. Donc, il ne faut pas oublier ce point qui est très important, c'est qu'en travaillant sur le self-care, on répond aux attentes des internautes, on répond à ces consommateurs, à ces clients. Et enfin, le quatrième grand objectif business auquel on va pouvoir répondre au travers du self-care, c'est vraiment en interne aussi. On va utiliser toute la connaissance qu'on aura centralisée, travaillée, et on va la mettre à disposition de toute l'entreprise. Pendant très longtemps, on a vu les entreprises travailler sur le tracking de la productivité sur des conseillers clients. Et finalement, on leur a pas forcément donné d'outils pour améliorer cette productivité. Le self-care, le self-service, en centralisant la connaissance, en y injectant des nouvelles technologies de compréhension du langage ou autres, vont permettre aux conseillers clients de répondre plus rapidement, d'être onboardés plus rapidement et de servir à ces clients des réponses plus rapides.
Nous, sur ce sujet, c'est un constat que l'on a. En fait, donc, je le répète, en interne, on a 2 personnes qui gèrent la relation client, mais on s'appuie sur des plateaux. Alors, ce n'est pas des plateaux classiques de gestion de la relation client, puisque ce sont des éditeurs en fait, de logiciels billetterie qui ont des agents qui sont capables de répondre à des questions. Donc, on n'est pas des pros de la relation client. En revanche, ce sont des pros de la billetterie, et l'un dans l'autre, on trouve notre bonheur là-dedans. Mais c'est vrai que sur ces sujets-là, ils ont du mal, en tout cas, à garder les agents, à les fidéliser. On est généralement sur des salaires qui sont d'entrée de gamme. Et du coup, c'est difficile à fidéliser et à garder les agents. Et on travaille à essayer de valoriser les métiers, à faire en sorte qu'on puisse les faire évoluer. Mais pour nous, ça reste un prestataire. Et la solution qu'on a essayé de trouver, c'est de passer du temps sur ce sujet-là. Alors, ce n'est pas quelque chose qu'on a encore abordé. C'est dans les tuyaux pour la suite. De faire en sorte que, un peu à la manière dont on forme les agents au jour de match en billetterie ou d'accueil au public et qui ont une sorte de boucle de match sur toutes les réponses à donner, et bien, digitaliser ce parcours-là pour pouvoir adresser les gens qui nous appellent au service client, mais également pour potentiellement au jour de match, via un iPad ou je sais pas, en tout cas, essayer de digitaliser tous ces process-là plutôt qu'être sur des process un peu à l'ancienne, surtout sur l'expérience jour de match qui est un petit peu... qui est clairement pas au niveau, en tout cas d'un point de vue digital, quoi. Ouais. Mais aussi qui est très challengeant parce qu'il faut pouvoir répondre sur un temps limité à beaucoup de personnes. Ouais, donc c'est pas les mêmes enjeux pour le coup. C'est vrai que c'est excitant parce que du coup, il y a beaucoup de questions, beaucoup de sollicitations. Mais pour le coup, là, on n'est plus du tout on peut être dans le business de manière indirecte, puisque quelque part, une personne qui a une bonne expérience, elle revient après. Mais on est vraiment dans l'immédiateté. Une personne, elle est où ma place? Le match a commencé, etc. Il faut être du tac au tac, quoi. Et du coup, tu en as un peu parlé, mais les objectifs self-care que vous visiez avec le PSG au travers de cette mise en place, c'était... tu as parlé justement voilà, de la connaissance en interne qui va arriver dans un second temps, mais quels étaient pour vous Nous, les objectifs principaux, c'était vraiment la réduction des cas contacts. Une personne qui est arrivée chez nous au service client, en tout cas téléphonique, c'était 1,80 € par moyenne. Alors aujourd'hui, les chiffres je ne peux pas vous le calculer, peut-être l'année prochaine si je reviens, parce qu'on n'a pas encore un an d'existence là-dessus. Mais c'était beaucoup trop cher en fait, quoi. Et du coup, on avait, pendant le Covid, on tapait les 500 ou 600 sollicitations par jour. Alors encore une fois, il faut le ramener à un flux normal qui était plutôt aux alentours de 100, 150. Et en fait, quand mes prédécesseurs ont débranché un petit peu les outils dans le but d'arriver vers l'appel d'offres, quand j'emploie le mot déboîté, je pèse mes mots, on s'est vraiment fait allumer sur ce sujet-là. Et donc notre premier sujet, c'était de rentrer dans les moins de 200 sollicitations par jour, mail et téléphone. Aujourd'hui, on y est clairement arrivé, puisqu'on est à moins de 150 sollicitations par jour. Alors, Smart Tribune y a contribué, mais pas que. C'est tout un écosystème qu'on a mis en place et des réflexions qu'on a mises en place sur comment, je l'ai déjà dit, mais à quel moment on vient solliciter le client, à quel moment on va lui proposer notre aide. Et les enjeux, dans un deuxième temps, même si j'aime pas annoncer de chiffres là-dessus, sur les enjeux business, c'est clairement d'accélérer le taux de conversion, d'accélérer la facilité d'achat. Et là, aujourd'hui, c'est difficile de dire si on a augmenté nos ventes ou pas. J'ose espérer qu'à terme, on se rende compte qu'il y a un avant, un après. Aujourd'hui, c'est un petit peu trop tôt, mais c'est les enjeux qu'on se fixe. Et les derniers enjeux, ça va être d'essayer d'être sur des canaux de communication un peu plus innovants. Alors, c'est marrant quand je parle d'innovants et de chatbot dans la même phrase, parce que pour certains, ils sont déjà passés depuis longtemps. Pas nous. Donc, pour nous, c'est encore de l'innovation. Et donc, c'est savoir quelle approche on va avoir via cette intelligence conversationnelle. Est-ce qu'on est sur quelque chose de l'analyse sémantique où on va pouvoir comprendre la question et puis essayer d'y trouver une réponse, ou est-ce que c'est plutôt un aiguilleur des canaux de communication qu'on va avoir avec un arbre de décision assez simple, de manière A, B, A, B, A, B, A, B. Voilà les réflexions qu'on se pose aujourd'hui. Reste à savoir où est-ce qu'on l'utilise, dans quelles conditions, pour traiter quelle typologie de questions-réponses. C'est un petit peu ce qu'on se fixe pour la suite. Merci beaucoup, Renaud. En troisième partie, on va parler justement de l'intégration du self-care dans la stratégie d'expérience globale. Ça marche.
on ne considère pas que le self-service, le self-care doit être vraiment l'unique point central, mais plutôt qu'elle doit s'intégrer justement dans une réflexion de stratégie, de use case. Alors là, j'ai pris volontairement un use case qui n'est pas de sportif, mais peut-être pour nous en parler, Renaud, plutôt autour d'une assurance. On voit qu'à des moments, il y a des canaux à privilégier. Quand on est vraiment dans la déclaration d'un sinistre où on veut avoir des informations rapides, on pense évidemment au canal téléphonique, au live chat, mais peut-être on ne pense pas forcément au self-service. Je vais y revenir. Par contre, quand on parle de recherche d'informations, Google, la FAQ peut être le moyen, le canal privilégié et doit être même ce canal privilégié. Je reviens sur mon sinistre auto. Pour autant, lorsque vous avez un accident, un petit accident, on va prendre plutôt, vous ne savez pas trop ce que doit faire, vous devez appeler votre service client, vous ne savez pas qui de votre assureur, vous ne savez pas qui vous devez appeler. Et finalement, c'est là où le chatbot va pouvoir avoir aussi un début de réponse intéressant. Il va vous aider à aiguiller, dire quel est votre problème. Est-ce que vous êtes un souscripteur d'une assurance qui fait de l'habitation, de l'auto, déjà, le chatbot va pouvoir vous aiguiller sur le bon contact. Ensuite, en fonction de votre niveau d'accident, de criticité, ou même commencer à récupérer des informations importantes comme votre nom, votre prénom, vous associer avec votre contrat mutuel. Et pendant tout ce temps où vous avez donné des informations relativement simples via un chatbot, via une application, ça va permettre de prendre le temps et de donner des informations que le conseiller client, lorsqu'il sera disponible, pourra utiliser et vous donner des réponses intéressantes et plus personnalisées et plus pertinentes. Donc finalement, il faut vraiment bien essayer de réfléchir sur ces use cases, essayer d'associer peut-être plusieurs moyens de contact, des canaux, et c'est tout le travail qu'on réalise. Ce qu'on a essayé de faire nous là-dessus, sans parler de chatbot, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on a créé un centre d'aide où clairement, on s'est inspiré de Twitter, Netflix, etc., où le moteur de recherche qui est utilisé, en fait, on s'est aperçu que principalement, les gens utilisent beaucoup ce moteur de recherche, quasiment un tiers des personnes, si je dis pas de bêtises, alors qu'on imaginait que, je sais pas. En fait, ce qui est difficile souvent, je sais pas si vous y êtes confrontés, c'est à quelle place on met notre propre expérience et notre propre analyse. Typiquement, moi aujourd'hui, je suis pas un fan du PSG, j'aime pas le football. C'est difficile de me dire que ma propre expérience va être représentative des fans qui s'embarquent dans la marque. Et donc on doit souvent garder ce recul, et franchement c'est difficile quoi. Souvent on se dit pourquoi mon idée c'est pas la meilleure quoi. Bon souvent non en fait. Et du coup on se fait quand même pas mal accompagner. Donc ce moteur de recherche fonctionne très bien chez nous. Et là donc on a ce gros centre d'aide un peu à la Twitter. Franchement on a plagié Twitter sans aucune honte, qui fonctionnait très bien. Et après on s'est dit par contre ce qui peut être malin c'est lorsqu'on fait une campagne d'abonnement, on a une page qui récapitule toutes les offres. Ici on vient cibler via Smart Tribune les questions liées à la campagne d'abonnement. Et donc, on fait un filtre là-dessus. Donc, on fait deux types de filtres. Des filtres qui sont liés, ou en tout cas, on prévoit de les faire, parce que pour la campagne d'abonnement, on l'a fait, mais pour le reste, pas encore. Donc, des types de filtres par typologie de questions. Et ensuite, par typologie de clients. Aujourd'hui, nous, on a des gens qui achètent spontanément, des abonnés, des VIP. Et en fait, aujourd'hui, on appelle ça, nous, des populations chez nous. Et on essaye de proposer, en fonction des populations que l'on a, les questions qui leur sont propres. Typiquement, on ne va pas proposer à des gens qui sont abonnés comment acheter des places, ils savent le faire. Et inversement, on ne va pas proposer comment se passe la campagne de réabonnement si la personne n'est pas abonnée. Et donc, on essaye de faire ces deux filtres-là qui nous permettent d'aller un peu plus droit au but sur ces sujets, quoi. Oui, tout à fait. Merci Renaud. Et je pensais justement, pour réagir, une des choses que vous faites aussi, c'est essayer peut-être pour vos super clients ou autres, d'adresser à ce moment-là des canaux qui sont plus privilégiés, le téléphone notamment, le live chat, et peut-être pour des gens qui seraient nouveaux supporters ou qui ne seraient pas du tout supporters, de mettre des canaux un peu plus froids, quoi. Ouais, c'est ça. On essaye de faire l'anti-soche là-dessus, c'est qu'on essaye de choyer
Alors, en fait, pour toute la téléphonie, on vient choyer les nouveaux clients plutôt que fidéliser les Soch ou d'autres. Hein, désolé s'il y a des gens de la téléphonie dans la salle. On essaye de faire un petit peu l'inverse, où en gros, plus la personne elle est engagée, plus on va lui faciliter le formulaire de contact, plus on va lui faciliter la ligne téléphonique. Et pour ça, il faut bien connaître ses clients et bien connaître leurs habitudes de consommation. Et effectivement, une personne qui est nouvelle dans l'écosystème, mais ça c'est valable sur la partie e-commerce digital, mais aussi sur la partie purement commerciale, vente de places, hospitalité et compagnie. Quand on est nouveau, c'est plus difficile d'être en contact avec un commercial, c'est plus difficile d'être en contact avec le service client. Quand bien même ce soit peut-être ceux qui méritent le plus d'être accompagnés parce qu'ils ont le plus de questions. Bon, voilà, en fonction de la stratégie qu'on adopte, on a des résultats ou de la frustration. Justement, ça faisait la transition. Choisir le bon canal de contact en fonction de son utilisateur et lui proposer le bon contact au bon moment. Et pourquoi pas faire de l'escalade vers du live chat, du web callback. C'est ce qu'on fait notamment avec pas mal d'acteurs, ou encore du chatbot. Et enfin, quand on va être sur des besoins moins précis, qui méritent moins d'urgence, peut-être remettre en avant le formulaire de contact. Par exemple, sur des questions dans le commerce, dans le retail, est-ce que vos boutiques physiques sont-elles ouvertes le dimanche ? On n'a pas besoin de mettre du live chat pour ça, du web callback ou encore du chatbot, mais simplement l'information. Donc voilà, de bien valoriser le canal selon le besoin de l'utilisateur. Ce qu'il faut savoir, c'est que on a dit qu'on a eu une explosion du nombre de contacts depuis 10 ans. On voit que on a une multiplication aussi des canaux de contact qui sont à disposition. Et il faut toujours essayer de rester relativement rationnel, essayer de répondre le plus rapidement possible à son consommateur. Pourquoi ? Parce que ce qu'on voit, des nouveaux comportements qui depuis quelques années, c'est le fait qu'un internaute, lorsqu'il n'obtient pas sa réponse en quelques secondes, en quelques minutes, il va multiplier son contact. Il va commencer par le téléphone, il n'a pas la réponse, il va basculer sur du live chat, il va basculer sur de l'email. Et finalement, pour les entreprises, pour les marques, c'est un double, voire même triple traitement de la même requête qui va être effectué. Et c'est pour ça que, en apportant des réponses rapidement, immédiatement même, on va pouvoir ainsi décharger massivement le service client et de lui permettre de se concentrer sur les demandes à forte valeur ajoutée. Alors, pour résumer un petit peu tout ce propos, on a modélisé un parcours d'autonomie assez simple. Par exemple, lorsque on est un client dans le e-commerce, la première chose qu'on va faire quand on se pose une question, souvent c'est soit de taper sa question dans Google et d'essayer de voir si on a la réponse. Si on a la réponse, souvent elle provient de la FAQ dynamique qui va être installée sur le site web et ainsi obtenir sa réponse. Si ce n'est pas le cas, on va basculer souvent sur le site web de l'entreprise, sur la page d'accueil. Et l'idée à ce moment-là, c'est d'apporter peut-être dès cette page d'accueil la réponse en essayant de bien comprendre quel est le profil de l'internaute, quel est son besoin, essayer d'y répondre. Ça peut être directement sur la page d'accueil, ça peut être sur les pages produits. On va être capable aussi de mettre des questions et des réponses qui vont permettre de lever les questions des internautes et éviter la frustration et apporter cette réponse donc 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Enfin, lorsque la personne est déjà un peu plus engagée, on va essayer aussi de positionner des questions personnalisées, contextualisées dans le tunnel d'achat en poussant directement des petites pop-up ou en l'intégrant complètement comme le fait Apple dans son parcours d'achat. Enfin, le dernier point, c'est qu'on va aussi se positionner sur la page de contact en apportant des réponses
via la FAQ, mais via le chatbot, et en filtrant aussi les demandes qui auront été faites au niveau du formulaire de contact ou encore du live chat. Et in fine, derrière, on va avoir un problème qui est résolu pour l'internaute et qui va pouvoir au mieux avoir une expérience qui va être enrichissante, satisfaisante, et au mieux pour l'entreprise qui aura conclu une vente si on est dans plutôt un parcours d'achat. Alors, le dernier point, c'est que, et c'est un peu le thème du salon, qui dit self-care ne veut pas dire relation déshumanisée. Au contraire, nous, on est des pourvoyeurs d'autonomie. On permet au service client de se concentrer sur là où il y a la plus forte valeur, sur le conseil, sur la récupération du client, grâce à l'empathie, grâce à la connaissance qu'il a des problématiques. Et au contraire, le self-service va être juste un moyen d'augmenter finalement le service client. Je ne connais pas un service client qui travaille avec nous qui n'est pas content de mettre en place ce genre de service. Je ne connais pas un service client qui est content de répondre à la question comment modifier mon mot de passe, qui est la question qui est pour la plupart des acteurs du retail la première question qui est adressée. Au contraire, en fait, on vient juste aider les conseillers clients en leur permettant de se concentrer, comme je l'ai dit, sur les demandes à forte valeur ajoutée. Et in fine, derrière, ça va aussi permettre au support client d'avoir une vraie scalabilité, et notamment à des moments clés quand on va avoir une forte augmentation des demandes clients. Et Renaud, justement, on a un petit peu parlé comment le PSG adapte ses différents canaux de relations clients à ses fans. Tu as parlé de personnalisation, de réflexion. À ce niveau-là, un distinguo entre les différentes populations que vous adressez. Nous, on essaye de garder le canal voix comme un canal privilégié. Donc, principalement, on a une ligne directe pour nos abonnés VIP. On a une ligne qui est payante, mais qu'on va essayer de rendre gratuite, qui arrive en fait en bout de ligne après éventuellement le chatbot. J'en ai pas parlé. J'en parlerai après. La FAQ, et donc le formulaire de contact. Et donc, éventuellement, après, on peut arriver vers la voix. Mais c'est vrai que les agents nous le disent au téléphone, quand le mot de passe, on a de la chance, on n'en a pas trop, quoi, mais nous, c'est comment je télécharge mes billets. Je me dis, putain, on a une plateforme où on vend des billets, on les met à disposition, les gens ils les trouvent pas, on a mal fait notre boulot. Franchement, c'est vexant, c'est très vexant. Donc en fait, qu'est-ce qu'on fait? Déjà, on se remet en question, on refait notre plateforme et puis on essaye de par les outils qu'on nous met à disposition, c'est de faire remonter ces questions dans le parcours d'achat, quoi. Enfin, en tout cas, dans le parcours self-care. Donc ça, c'est pour les canaux de communication historiques, mail et voix. Et ensuite, nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'aller vers du live chat, vers potentiellement du Telegram ou du WhatsApp ou du Signal, en tout cas vers du messaging. Aujourd'hui, on ne le fait pas. C'est un petit peu les nouveaux usages à notre échelle qu'on va essayer d'aller adresser. Et le live chat, nous, on le voit le corréler avec le chatbot. Alors le chatbot, encore une fois, ça va être assez vulgaire, mais typiquement, lorsque on ne trouve pas la réponse dans notre arbre de décision du chatbot, on pourrait débrayer vers un agent et débrayer vers un live chat pour garder l'expérience client, on va dire, continue et pas avoir une rupture du canal à un moment où, lorsque le chatbot n'a pas la réponse, rien de pire que de basculer vers un appel téléphonique ou vers du messaging. Donc voilà un petit peu ce qu'on va essayer de faire par la suite. C'est un perpétuel apprentissage, parce que nous, on en est au début de notre transformation sur ces outils-là. J'ai bon espoir que dans 6 mois, on ait potentiellement d'autres interprétations, parce que ça évolue assez vite. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que toute la gestion, en tout cas du Covid et du retour au stade, du pass sanitaire et compagnie, nous a permis de focaliser, j'espère, notre énergie au bon endroit, plutôt que de s'éparpiller dans chouette, on va aller tout faire dans un temps record, alors que non, on a essayé d'aller là où les clients avaient besoin de nous, quoi. Donc voilà un petit peu ce qu'on va essayer de faire sur ces différents canaux à moyen terme. Merci Renaud. Et justement, pour terminer un petit peu cette présentation, on va revenir un petit peu sur le dispositif self-care que vous avez déployé et les résultats qui ont été observés. C'est relativement récent. C'était un appel d'offres qui a été lancé en 2021, l'été 2021, avec 4 grands objectifs. À savoir la diminution du nombre de demandes adressées aux services clients,
permettre aux téléconseillers de se dégager du temps et de se concentrer sur les fortes demandes à valeur ajoutée, fluidifier le parcours client 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et en dernier lieu, aller au-devant des attentes des clients via des actions d'information proactive, notamment dans le tunnel d'achat. Parfait, merci. Donc, le projet se déroulait en deux grandes étapes. Alors là, il y a un petit souci. Donc, tu veux que je le fasse ouais. Allez. En gros, nous, on a commencé à déployer la FAQ en français, très vite en anglais. Et donc là, ça a été assez basique. C'est-à-dire que le gros boulot là-dessus, ça a été de reprendre tout le monde qui faisait de la FAQ en interne. Parce qu'on avait la fondation qui faisait de la FAQ, la billetterie. Et bref, tout le monde faisait un peu de la FAQ. Donc nous, notre boulot, ça a été de centraliser tout ça, de tout mettre ça dans un document, dans la reprise de données qu'on a mis dans Smart Tribune. Et après, essayer de déclassifier ou de réorganiser un petit peu notre FAQ. Ça a enchaîné la traduction en anglais. Et ça a enchaîné après les deux, ce que Jérémy a appelé proactif, donc c'est-à-dire le Smart Push où on a la pop-up qui apparaît au moment du parcours client, et le Smart Form qui permet, lorsqu'on saisit en fait, lorsqu'on est en train d'écrire notre message dans le formulaire de contact, ça fait un appel en fait à la base de données Smart Tribune, vérifier s'il n'y a pas une question qui est déjà présente là-dedans, si tant est que, encore une fois, soit le client a mal cherché, mais je préfère dire qu'on a mal catégorisé, si tant est que cette question revient souvent. Il n'y a rien de pire que ça, franchement. Quand par jour, on a 10 appels de la même question, on se dit on a loupé un truc, quoi. Donc voilà un petit peu les 4 produits qu'on a mis en place. Et derrière, ce qu'on va essayer de faire, et là ça prend plus de temps, c'est l'onboarding des collaborateurs côté service client pour avoir ce fameux produit digitalisé qui permet de donner les réponses à une première expérience de relation client côté prestataire. Alors, juste, il reste 2 slides. Encore 1 minute, on a beaucoup parlé. Mais il y a des résultats relativement probants. En quasiment moins de 3 mois, on a réussi à réduire de 50% les contacts adressés au service client. Ça représente plus de 40 000 questions automatisées. Sur lesquelles on a mesuré la satisfaction, et donc ça c'est vraiment celles qui ont une expérience positive, dont les utilisateurs ont le déclaré et sur lequel nous on est convaincu que ça a permis de réduire le contact. On voit qu'on a sur la partie FAQ directement quasiment 3/4 de consultations mobiles, et ensuite on va voir Renaud en parler. Comment les fans du PSG accèdent à l'information, en premier lieu via le moteur de recherche, mais aussi toute la partie haute qui va être via le référencement naturel qui devient relativement importante, ou encore la catégorisation qui reste toujours un point majeur. Moi, ce que je dis globalement, c'est si les gens n'arrivent pas sur Smart Tribune, ça me va bien, entre guillemets. C'est-à-dire que le taf, il a bien été fait en amont, on est bien référencé sur les moteurs de recherche. Et si on arrive en top réponse en plus dans les moteurs de recherche, on peut appliquer tout ce qui est, j'ai oublié le mot, assistants vocaux, qui permet de lire la question automatiquement. Si on pose la question, j'en sais rien, quand est-ce que je peux acheter mes billets, et que Google le sort en top réponse, tout de suite l'assistant vocal peut vous le... Voilà. Si vous êtes positionné en position 0, qui affiche directement la réponse dans Google, par exemple si vous l'adressez à un agent virtuel, comme Siri, comme Alexa ou encore OK Google, il va pouvoir lire la réponse et directement donner à l'internaute. Et juste pour terminer, on avance un peu vite parce que l'heure tourne, mais les prochains sujets de self-care pour le PSG. Oui, c'est ça. En fait, je pense que j'en ai un peu distillé durant toute la presse. L'FAQ contexte, c'est la capacité de contextualiser une partie de la FAQ à une population, à un produit ou à une typologie de questions, typiquement nos abonnés, le programme MyParis et la campagne d'abonnement. Le chatbot, on se pose encore beaucoup de questions parce qu'on n'a pas envie de mettre une usine à gaz derrière, mais plutôt d'adresser des use cases assez précis. C'est bien résumé comment tu l'as écrit, le chef d'orchestre. On va essayer de le faire comme ça, comme un aiguilleur.
Et enfin, la base de données de connaissances internes, bon, ça, pour le coup, c'est bien plus lent parce qu'on n'a pas de chiffres tout de suite, quoi. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur du quali et c'est très compliqué à mesurer et donc ça nous consomme pas mal de temps en interne et donc on le fera une fois qu'on sera clean sur le reste pour l'instant. Voilà. Merci beaucoup Renaud. Ben, merci à vous tous pour votre temps. Alors, est-ce que vous avez des questions ? Non. Si. Bonjour à tous les deux, Blandine Juget, je suis responsable satisfaction client chez Nexity. Donc nous aussi, on est un nouveau client Smart Tribune. On est très contents et on a beaucoup d'espoir sur développer l'autonomisation de nos clients, notamment via cette solution de centre d'aide qu'on a choisie. Il y a une question qu'on se pose parce qu'aujourd'hui, notre site internet, il est très orienté prospect, donc on adresse très peu la partie client. C'est comment, au moment du déploiement, faire en sorte que nos clients qui n'ont pas comme premier réflexe d'aller taper dans Google leurs questions et qui cherchent une réponse, ils tombent sur le bon article du centre d'aide, comment faire en sorte d'éduquer nos clients pour les orienter à différentes étapes de leur parcours sur les questions basiques justement vers le centre d'aide. Est-ce que vous avez des bonnes pratiques à nous partager ? Oui, bien sûr. Rendez-vous centre D38, non ? Aussi. Non, c'est valable pour le PSG aussi. Hein. Nous, en fait, ce qu'on a fait, c'est que c'est vraiment un sujet qui est transverse dans le club. Et nous, historiquement, on est vraiment que le sujet billetterie. Et du coup, ce que j'ai dû faire, c'est me battre, en fait, parce que ce qui nous apporte beaucoup d'audience, c'est PSG.fr, c'est l'application mobile, c'est des millions d'utilisateurs, ça casse nos statistiques à nous, quoi. Et en fait, c'est d'être présent sur ces plateformes-là. Alors, je ne sais pas comment ça fonctionne chez vous, mais sur les plateformes beaucoup plus éditorialistes et moins business. Nous, dans notre parcours, on a su l'intégrer de manière proactive, au bon endroit, typiquement sur les pages de login, lorsqu'au bout de 5 secondes d'inaction, tu as la pop-up qui poste, pareil au moment du paiement, parce que c'est les deux pain points, hein, le login, le paiement. Mais par contre, on a essayé d'être proactif et d'être visible sur les sites institutionnels qui avaient leur propre FAQ. On a dû débrancher ça et du coup, c'est super vexant. C'est super vexant. Il faut faire preuve d'humilité et d'accompagnement là-dessus en disant non mais c'est bien de centraliser parce qu'ils étaient pour le projet au début mais ils ont eu du mal à débrancher leurs petits outils chez eux, quoi. Donc voilà un petit peu, donc c'est des présences dans le footer, faire en sorte que surtout ce soit pas caché. Il n'y a rien de pire que ce soit au fin fond de menu, quoi. Voilà, donc on a essayé de le mettre vraiment tout en haut dans notre header et tout en bas dans le footer pour que les premières choses que tu vois quand tu commences et tu termines ta lecture, ce soit le centre d'aide. Ouais, c'est un petit peu, on a commencé par ça. Juste pour ajouter, en effet, il faut essayer d'ajouter le plus de push possible dans tout le parcours à des moments clés où on pense qu'ils ont des questions. Et après aussi, quand on fait un lancement, on peut aussi faire beaucoup de pédagogie, essayer de l'inclure dans tous les emails transactionnels, rappeler qu'il y a une nouvelle FAQ, essayer de faire une communication dédiée à ça. Et au fur et à mesure, les utilisateurs, les clients vont prendre en main les outils et on voit généralement que avant d'arriver à une stabilisation un peu du trafic, si on enlève toutes les actions marketing ou toute la saisonnalité, il faut quelques semaines avant que les clients prennent en main l'outil. Donc continuer à essayer de faire de la pédagogie et l'inclure dans le maximum de communication. Moi j'ai une question en tant que fan du PSG. Donc j'ai l'appli PSG. J'ai pris l'offre premium à 10 € à l'année, c'est super. On a tous les matchs, les résumés. Et je sais plus. Alors c'est en allant sur le site internet que j'ai vu la promo. Et alors en tant que fan, en ce moment, c'est un peu difficile parce que on a perdu quelques matchs, voilà. Hein. Et alors je me posais la question comment vous réagissez sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter. C'est un petit peu le réseau social de la haine, où les gens sont assez virulents. Est-ce que vous pouvez automatiser ça, répondre aux gens qui disent, je ne sais plus, à chaque fois c'est l'entraîneur, c'est les joueurs. On avait les deux gros joueurs, là, Messi, qui se sont fait siffler. C'est un peu dur quand même pour l'image du club. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'il faut répondre, pas répondre ? C'est quoi votre stratégie ? Là, on est vraiment dans l'irréputation quelque part, moins dans les outils. Les outils permettent de le faire, oui. Alors les réseaux sociaux, c'est pas du tout chez moi. C'est vraiment, on a un service qui est vraiment qui poste sur tous les réseaux sociaux. Donc je connais clairement pas leur stratégie. Je pense comme ça de prime abord que l'intelligence c'est de pas répondre. En revanche, nous au service client, effectivement, on se fait bombarder d'insultes et bombarder de félicitations quand même. Parce que jusqu'en mars, ça allait globalement. Et en fait, aujourd'hui,
malheureusement, nous, c'est ce qu'on appelle de la pollution et on n'y répond pas parce qu'on a des enjeux beaucoup plus importants sur le business et sur les gens qui sont déjà clients. En revanche, c'est quelque chose qui est identifié. Et je ne sais pas si un jour on automatisera cette réponse parce que je pense que les gens vont assez vite comprendre que lorsque vous nous insultez et qu'on vient répondre la même chose, il n'y a pas la satisfaction d'avoir été jusqu'au bout et d'avoir eu la position vraiment du PSG. Donc c'était tricky comme réponse, comme question. Je botte en touche, façon rugby on va dire, quoi, mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il y a plein d'outils qui permettent de faire de l'écoute et je pense qu'on ne répond pas sur les réseaux sociaux, c'est tout ce que je peux vous dire. Ouais. Oui, donc moi je suis pas pour faire l'équilibre, je suis pas fan du PSG. Comme ça, on a un petit peu l'équilibre entre les deux. Je ne citerai pas le club, mais je viens une fois par an au PSG pour voir mon club. Voilà, je ne vais pas le citer. Dans 15 jours. Je ne cite pas. Non, ma question, en fait, elle est en fait un petit peu plus globale. C'est-à-dire, est-ce que finalement, ce que vous faites là, ça s'inscrit dans un programme un petit peu plus global, comme vous le citiez tout à l'heure, je crois, d'amélioration de l'expérience client? C'est ma première question. Et la deuxième, elle est un peu provocante, mais elle est très gentille, ne vous inquiétez pas. C'est finalement, comme vous avez des clients captifs, est-ce qu'il faut vraiment améliorer leur expérience? Mais c'est une très très bonne question. En fait, on s'aperçoit que, en fait, pour le coup, moi avant, j'étais responsable digital à l'OM, donc on n'a pas du tout les mêmes. Dans lequel on a intégré Smart Tribune aussi, et en fait, on n'avait pas du tout les mêmes enjeux parce que à l'OM, on avait du mal à remplir notre stade et on avait du mal à capter du client. En fait, j'arrive au PSG. Et en fait, le sujet, ça n'a rien à voir puisqu'aujourd'hui, on est dans cette optimisation et on va chercher les 3 derniers pourcentages. Et ça change tout. Et tu as complètement raison quand tu dis ça. C'est qu'aujourd'hui, quelque part, pourquoi on s'obstine à aller dans cette amélioration du service client ou de l'expérience fan alors qu'on est complet sur tous les matchs depuis 100 représentations. Mais par chance, en fait, le digital business est un petit peu regroupé. Aujourd'hui, on ne fait plus que de la billetterie. Demain, on va vendre les visites du stade, on va vendre le programme MyParis qui était dans un autre service. Donc, en fait, on a envie de se dire que peu importe en fait l'expérience fan que l'on a l'humilité, un petit peu d'arrogance en disant qu'on va améliorer les choses. C'est un peu contradictoire, mais et quelque part, on était vraiment outillés à l'ancienne sur ces sujets-là. On disait ça peut pas durer. On n'avait aucune corrélation entre les appels, les SMS, les emails. C'était vraiment complexe, quoi. Et donc là, on s'est dit, allez, dans une logique d'amélioration de l'expérience client, derrière, on va créer une base de données 360 qui n'existe pas aujourd'hui au PSG. Et donc, un des premiers assets, ce sera les retours des sollicitations clients, quoi. Donc voilà, un petit peu les enjeux différents en fonction des sociétés, quoi. Oui, bonjour, j'ai juste 3 questions, 3 chiffres si possible. Que pèsent vos dépenses informatiques en pourcentage de votre budget global? Deuxième question, combien vous avez de fans du PSG dans le monde? Et à peu près combien de clients? Et est-ce qu'il y a une volonté de faire une traction sur cette base de fans pour les transformer en clients? Parce que si j'ai bien compris, vous n'avez pas les mêmes équipes sur derrière. Le budget, malheureusement, je crois que j'ai pas trop le droit de le dire. En tout cas, peut-être que je poserai la question et puis après, si tu veux, on se recontacte pour si je peux te donner la réponse. C'est moins que le salaire d'un grand joueur, j'imagine. Ah oui, bien sûr. Oui. Beaucoup moins que le salaire d'un grand joueur. C'est moins. Bien moins. Et aujourd'hui, on se targue d'avoir 150 millions de fans sur les réseaux sociaux. Mais ce n'est pas des doublonnés, etc. Et sur le programme MyParis qu'on est en train de transformer, en fait, on se dit aujourd'hui, c'est terrible parce qu'on n'est pas capable de faire... Enfin, on a très peu d'attractivité sur ce programme-là, alors qu'on a 150 millions de fans. Et parce que pour les produits dérivés, on imagine que c'est des clients naturels. Oui, tout ça. Oui. Alors, le produit dérivé, pour le coup, c'est une autre partie. C'est pas chez moi. C'est sous-traité à une boîte qui s'appelle Fanatics, qui est un des leaders de la revente retail de produits dérivés de franchises sportives. Mais sur la partie vraiment essayer de capter le business de tous ces fans-là, aujourd'hui, pour venir au stade, on a 35 000 abonnés et on vend 12 000 places sèches par match. Donc tu fais à peu près le prorata, on vend 3 places par billet. Voici le nombre de personnes qu'on a sur le marché primaire. En revanche, sur le marché secondaire, c'est là que tout explose, puisque tu as des gens qui viennent du Japon, du Brésil et d'ailleurs qui viennent qu'une fois.
et ce sera très difficile de capter dans un programme de fidélité, de réengagement, etc. Parce que c'est généralement pour eux le voyage d'une vie où je me fais plaisir de venir à Paris. Vous vendez combien de maillots par exemple? Pardon? Vous vendez combien de maillots, enfin combien de personnes sur ce marché primaire? Alors les maillots, pour le coup, c'est vraiment pas chez moi, donc je ne saurais pas vous dire. C'est vraiment un service à part. Mais en termes de billets, nous, on sait qu'en termes de marché secondaire, on vend quasiment 200% de notre capacité sur le marché secondaire. C'est-à-dire qu'un billet, il est vendu et il est revendu derrière. Donc c'est énormément de trafic sur ces sujets-là. Ouais. Alors qu'on a 35 000 abonnés, enfin qui jouent le jeu aussi, les abonnés. Quand tu peux pas venir au stade, tu peux revendre ta place. Un peu à la manière d'un Airbnb, quoi. Une dernière question? Alors, bonjour, Guillaume Gomez, du coup, Société CM. Moi, j'ai une petite question en fait concernant les canaux de communication, parce que vous en avez parlé, de votre appétence sur vos lancers sur différents canaux. Je pense à du WhatsApp Business, justement, où on va être sur du conversationnel, vous pourriez intégrer pas mal de choses dedans. Est-ce que c'est un de vos enjeux? Oui, oui. Okay. Du coup, je ne sais plus avec qui j'avais discuté de chez CM à l'époque à Marseille, mais oui. D'accord. Très bien. Bah, c'était pas moi. Tu fais la boîte pour le coup. Okay. Aujourd'hui, je ne saurais pas te dire dans quelle temporalité on va aller. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on se pose la réflexion du messaging, qui est un enjeu. D'ailleurs, tu l'avais montré dans ton schéma. C'est quelque chose qui se déporte, en tout cas qui prend de plus en plus de place aujourd'hui. Est-ce que c'est du WhatsApp? Est-ce que c'est du Signal? Est-ce que c'est du Telegram? Aujourd'hui, j'en ai aucune idée. Ou peut-être qu'on ne devra pas choisir, mais en tout cas, ce qui me fait un petit peu peur là-dedans, c'est que j'ai pas envie que ça augmente aussi nos sollicitations, parce que malheureusement, on n'est pas extensible côté plateforme, côté plateau téléphonique. Enfin, du coup, ils font pas que du téléphone, je les appelle téléphoniques malheureusement, mais c'est pas que ça. Donc voilà, il va falloir juger le live chat, le messaging, le chatbot, comment on est capable d'améliorer l'expérience, mais tout en essayant de plafonner un petit peu nos sollicitations, ou de se dire, c'est un enjeu, on va investir sur 1 ou 2 agences supplémentaires pour améliorer l'expérience, alors qu'on ne peut pas maximiser notre business. C'est un petit peu un des enjeux qu'on va se donner, peut-être d'aller chercher des labels, d'aller chercher des certifications. Donc pour aller chercher ces choses-là, effectivement, il faut passer par ces canaux de communication. Donc on est en plein dedans. Ouais. Très bien, écoutez, merci pour cette conférence merci très intéressante. Beaucoup. Merci Renaud, merci au PSG.